C'est virtuellement une mégalopole. Pour John Stubbs, architecte et conservateur, Angkor est plus qu'une ville géante. C'est un regroupement de villes, dont le centre est le temple d'Angkor, un peu comme le Vatican à Rome. Construire ainsi, sur un delta marécageux, est un véritable défi. Ce sont des conditions très difficiles. Bien sûr, l'avantage pour construire est que le terrain est plat, mais l'eau souvent recouvre cette plaine et inonde tout pendant la saison humide. C'est parfait pour cultiver du riz, mais pas vraiment pour construire des temples colossaux. Même si l'on arrive à construire des fondations solides dans ces terrains détrempés, le cycle des moussons, qui fait alterner inondation et sécheresse, fait des ravages sur toutes les constructions ici. Dans le sous-sol, les interstices entre les particules du sol sont gorgés d'eau et le niveau de la nappe phréatique remonte avec la mousson, ce qui peut détruire les fondations et fragiliser les murs. Pendant la saison sèche, le niveau de l'eau baisse. Le sol est desséché et perd toute élasticité, ce qui déséquilibre les murs et les fondations. Cette terrible alternance peut venir à bout des bâtiments les plus résistants. Il a fallu un coup de génie technologique pour vaincre les forces de la nature. Plutôt que de prévoir un temple résistant au déferlement des eaux, ils prennent le parti d'exploiter l'eau à leur profit. Angkor est conçu comme une sorte de bateau flottant sur un océan souterrain. Mais les Khmers ont rencontré un problème. Il y a suffisamment d'eau pour que le temple flotte uniquement pendant la saison humide. Comment empêcher ce navire de pierre de sombrer le reste du temps ? Pour protéger le temple, ils construisent à proximité un réservoir qui maintiendra l'eau au bon niveau tout au long de l'année. Le mécanisme secret qui protège le temple réside dans une de ses spécificités les plus visibles. Les douves qui entourent Angkor sont gigantesques. Elles ont un périmètre de 5 km sur 200 mètres de large. On en comprend très bien la forme grâce aux vues aériennes. Une fois achevées, les douves recueilleront depuis le temple le trop-plein des moussons et contrôleront le niveau de la nappe phréatique. Pendant la saison sèche, l'eau absorbée par le sol dans les douves réservoirs gardera ce niveau constant. Les fondations du temple sont construites sur le niveau supérieur de la nappe phréatique pour qu'il ne s'enlise pas dans la boue. Une entreprise de cette envergure nécessite une infrastructure sophistiquée pour aboutir. Des architectes prêtres conçoivent et supervisent le projet, aidés par une énorme bureaucratie qui coordonne la logistique en termes de matériaux et de forces de travail. Charles Hayam, anthropologue, a fait des découvertes à ce propos. Des gravures sur la pierre d'autres temples qui aident à comprendre le travail au temple d'Angkor. Pour remplir ces objectifs, l'État était galvanisé. Il fallait pouvoir recruter dans tout le royaume. Dans un temple proche, on peut observer gravés dans la pierre les témoignages de ce qui s'est passé. On a recruté de la main-d'œuvre dans tout le royaume. Cela implique des centaines de milliers de personnes dont le travail suivait le rythme des saisons. La majeure partie des récoltes se fait en gros entre mai et novembre ou décembre. Le reste de l'année, un grand nombre de personnes n'est pas occupé à des tâches agricoles et se trouve donc disponible pour être embauché par le roi et son administration pour venir ici travailler sur ce méga projet. Tout comme un homme politique d'aujourd'hui, Surya Varman utilise les grands chantiers publics pour occuper son peuple pendant la basse saison. Selon les historiens, les ouvriers travaillaient pour remplir une obligation féodale envers leur roi. Mais ils étaient peut-être aussi motivés par la promesse d'une récompense spirituelle. On estime que les douves ont mobilisé 5000 ouvriers. De quoi faire avancer le chantier à un rythme stupéfiant pour Surya Varman. On commence par draguer 1,5 million de mètres cubes de vase et de sable, de quoi remplir 200 000 tombereaux. Toute cette terre dégagée doit aller quelque part, et cela
les ingénieurs de Suryavarman l'ont prévu. Le sable est répandu entre les murs pour construire les 3 grandes terrasses. Mais sans béton ni acier pour renforcer les murs, comment de simples pierres ont-elles pu contenir cette montagne de sable? Derrière les surfaces magnifiquement sculptées se trouve un autre secret d'Angkor. Une roche, la latérite. La latérite est une roche magique. On peut la couper comme du beurre, la modeler, et lorsqu'elle durcit, elle devient solide comme un roc et peut durer éternellement. Le mot latérite vient du latin later, qui signifie brique. Le Cambodge, avec ses températures élevées et ses fortes pluies, est le lieu idéal pour la formation de latérite dans son sous-sol. La pluie qui s'infiltre à travers la surface rocheuse dissout certains éléments et produit une association de fer, d'aluminium et de quartz. Il faut que les ouvriers de Suryavarman travaillent vite pour découper des blocs grossiers parce que la latérite est plus facile à travailler lorsqu'elle est encore humide. Puis, d'autres équipes mettent les blocs en place. Ainsi, peu à peu, la structure sacrée prévue par les prêtres architectes de Suryavarman peut prendre forme. Mais la latérite n'est pas belle. Elle est pleine de petits trous et on ne peut y sculpter des bas-reliefs dignes d'un dieu roi. Pour la surface de son temple, Suryavarman avait besoin d'une pierre royale. Un minéral qui brillerait dans les rayons du soleil, réfléchirait les linteaux et les portails, les escaliers et les tours, et toutes les façades sculptées. Pour cela, la latérite a été entièrement enchâssée dans du grès. Simon Warak y voit une influence des techniques indiennes. En Inde, on peut trouver des rochers géants et les sculpter pour en faire des temples. Mais cela n'existe pas au Cambodge. Il se peut donc qu'ils aient voulu fabriquer, à partir de blocs taillés grossièrement, leurs propres monolithes pour pouvoir les sculpter après. Donc, dans un certain sens, vous ne contemplez pas un bâtiment dynamique comme une cathédrale, mais une gigantesque sculpture. Malheureusement, il y a un détail qui aurait pu compromettre ce projet dès le départ. Il n'y a pas de grès dans le sous-sol marécageux d'Angkor. Et pour enchâsser un temple entier, il faut des millions de tonnes de roches. Où trouver une telle quantité de roches dans les plaines cambodgiennes? Pour trouver ces tonnes de grès nécessaires, les ingénieurs de Suryavarman vont voyager vers le nord, vers la terre sacrée d'où est originaire l'Empire Khmer, les monts Koulen. Dans les hautes falaises de Koulen naissent les sources de fleuves comme le Siem Reap, qui fertilisent l'immense plaine d'Angkor. C'est là que l'on trouve les temples khmers les plus anciens. Pour honorer ce lieu sacré, des artistes khmers ont sculpté des symboles phalliques, des lingas, sur les berges des rivières. Ces sculptures consacraient l'eau et lui donnaient force et puissance tout au long de leur cours jusqu'au royaume de Suryavarman. Un voyage d'une trentaine de kilomètres. Le travail pour extraire la roche est pénible et lent. Les Khmers ne disposent que d'outils rudimentaires. Ils se servent de burin pour trouer la pierre, puis y insèrent des cales en bois. En s'imbibant d'eau, le bois se dilate et fend la roche. Des équipes taillent grossièrement des blocs qui peuvent peser entre 2 et 12 tonnes, et d'autres sont spécialisés dans le transport. Selon les historiens, les ouvriers ont dû tailler et transporter entre 3 et 400 blocs de grès par jour pour tenir les délais de la construction du temple. Lorsqu'on pense aux millions de pierres qui ont été taillées,
et qui ont parcouru tout ce chemin jusqu'à Angkor, des centaines de milliers de blocs, pesant 10 tonnes acheminés dans le seul but de construire un temple, cela dépasse l'imagination. La façon dont les Khmers ont réussi à transporter ces montagnes de pierres a été l'objet de spéculations durant des années. Mais on a retrouvé des témoignages sculptés dans la pierre. Sur ce bas-relief, on peut les voir utiliser des ponts flottants et des radeaux pour transporter des personnes et des animaux sur l'eau. Les cercles représentent des bambous attachés ensemble pour former un pont rudimentaire au-dessus de l'eau où abondent les poissons. Les ponts supportent le poids d'une armée en manœuvre. Vraisemblablement, on charge les pierres sur des sortes de péniches ou de radeaux qui naviguent sur un des nombreux canaux qui mènent au temple. Dans les canaux, les péniches sont tirées par des animaux, éléphants ou buffles. Lorsque le niveau de l'eau dans les canaux est trop bas pendant la saison sèche, les Khmers bloquent les arches d'un pont pour fabriquer une écluse et permettre ainsi le passage au convoi de pierres. À leur arrivée sur le chantier du temple, des foules d'ouvriers déchargent et stockent les blocs de grès. Il est aussi important de se souvenir que c'est une incroyable performance du point de vue de la logistique et de la gestion des stocks. Si on faisait un saut dans le temps de 8 ou 900 ans, on verrait ici des foules, des éléphants, des câbles, des chariots en action autour de ces blocs. Et tout un système sophistiqué de bambous et de cordes pour déplacer les charges et les apporter au bon endroit. Les ouvriers doivent construire au plus vite les murs du temple. Mais ils sont confrontés à un nouveau problème. Comment répartir les blocs de pierre sur le chantier? Les douves apportent la solution. Comme dans un port, les matériaux circulent sur l'eau des douves et approvisionnent directement tout le site. Une question que l'on entend souvent à Angkor est « À quoi pouvaient bien servir ces trous dans la pierre ?» La réponse est qu'ils ont probablement été percés pour y mettre de gros piquets, que l'on mouillait ensuite pour les faire gonfler et pouvoir attacher des cordes de chaque côté des pierres. Ces chevilles deviennent ainsi des poignées qui permettent aux travailleurs de manipuler les blocs avec des cordes. Selon les historiens, on utilisait fréquemment des échafaudages et des palans pour soulever les pierres et les mettre en place. Des éléphants sont mis à contribution pour déplacer les énormes blocs et on profite de leur force pour les hisser dans les positions hautes. La grande hauteur et les charges considérables rendent le chantier très dangereux. On ne sait pas combien de personnes sont mortes, combien sont tombées. Nous n'avons aucune information sur la mortalité sur le chantier. Ce que l'on sait, c'est qu'ils construisaient un paradis, le paradis sur Terre, et ils étaient totalement motivés pour le faire. L'ambition de Suryavarman de bâtir le paradis sur Terre impose la perfection dans les moindres détails. On ne peut qu'être admiratif de la précision avec laquelle ces immenses blocs de pierre sont assemblés. Sur le temple d'Angkor, on est frappé par cette incroyable précision. Pour l'assemblage des blocs, en haut, en bas et sur les côtés, on peut parler de joints au millimètre près. Le contact est parfait sur toute la surface des blocs. Les historiens pensent que les maçons khmers sont parvenus à cette perfection dans l'assemblage grâce à la technique dite d'abrasion. Le grès a une surface naturellement rugueuse et si on frotte deux pierres après les avoir mouillées, les deux surfaces vont se polir l'une l'autre. Ces pierres tiennent seulement grâce à cette méthode de friction d'une pierre sur l'autre. Elles ont des joints quasiment invisibles, d'une solidité à toute épreuve, sans mortier ni ciment. Ce qui était capital pour les Khmers, parce que le mortier aurait enlaidi l'édifice.